Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En effet, cette semaine, pas une, mais deux émissions pour parler de, j'aimerais bien de dire des équipes qui nous rendent joyeux, mais c'est pas vraiment le cas. Et aujourd'hui, en plus, on a un invité, donc je vais évidemment laisser cet invité se présenter. Comment ça va, Noé, Petit Diable, Diable Petit, je sais pas comment on doit t'appeler. Euh, Appelle-moi Noé, c'est plus simple, je pense. Ok. Euh, Bonjour, ça me fait trop plaisir d'être là. J'aurais préféré un contexte un peu différent que la débâcle d'hier, mais bref, voilà, on va essayer de décortiquer. Je sais pas si je vais bien. Honnêtement, je suis encore énervé. Hier, j'étais trop furieux. Non, mais Voilà. là, justement, aujourd'hui, on va en profiter. C'est comme les alcooliques anonymes, un petit peu. C'est pour parler, c'est un petit peu pour enfin, se vider de cette colère, on va dire. Et un retour. Je sais pas si les gens se souviennent qu'il fait partie un petit peu du podcast. Jules, comment ça va? T'abuses un peu quand même, hein. J'ai quand même fait beaucoup d'émissions pendant l'Euro. Je pense que les abonnés fidèles, L'euro, ils le savent. Mais l'euro, ouais, ça ça fait date. plaisir. Ça fait plaisir d'être de retour avec une belle équipe en plus. Donc, voilà. C'est le 14e épisode cette année. Donc ça fait 14 épisodes que les gens ils t'ont pas vu, hein. Donc Ouais, bah, gars. bah, il Au avait moins, dit un que retour attendu. Il avait dit tant que Bodar est pas titulaire, je reviens pas. Donc t'auras ça ce week-end. Mhm. Mais ouais, t'as envie de dire quelque chose? Non. Non. Mais quand même un peu pour revenir sur toi, Noé, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, qui es-tu un petit peu et même pour ceux qui te connaissent. Je m'appelle Noé, j'ai 32 ans, je suis le vieillard de cette équipe aujourd'hui. Normalement, je suis le plus jeune dans mon podcast. Donc moi, j'ai un podcast qui s'appelle Mine 21 avec Nick et Juan, où on parle des jeunes. Voilà, des équipes de jeunes. Et c'est vrai que moi, c'est ma passion depuis longtemps. Et donc, j'avais fait un compte Twitter à l'époque. Et parce que je trouvais qu'il n'y avait pas grand monde qui en parlait des équipes de jeunes. Et puis après, il y en a maintenant qui font ça beaucoup mieux. Genre, on pense notamment à joueurs belges, mais à Prospect aussi, qui sont, qui est les plus professionnels, je pense, dans le domaine maintenant. Moi, j'ai un peu laissé la main aux plus jeunes qui sont meilleurs. Ça va, ça va. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on va évidemment parler des U21, des Diablotins, comme vous voulez, des espoirs, comme vous voulez les appeler. On va un petit peu parler de la situation globale. Donc, on va passer directement au sommaire. On va commencer par parler brièvement, pour ceux qui n'auraient pas vu, des barrages face à la Tchéquie. Ensuite, on reviendra sur le gros changement qui a eu lieu. Donc, on va dire en 2023, après l'Euro, il y a eu Gilles Swerts qui a pris les rênes de l'équipe. Après, on parlera de la phase de qualification qui a donné à ces barrages pour voir comment ça s'est passé, ça s'est bien passé, ça s'est mal passé. Puis, on s'intéressera un petit peu aux individualités de cette équipe. Il y a quels joueurs qui est ressorti, qui se sont montrés en bien ou en mal. Et enfin, on se posera un petit peu des questions sur l'avenir de cette équipe, sur les joueurs qui pourraient intégrer les U21, qui pourraient prendre une plus grande place ou justement partir chez les A. Bon, apparemment, le coach des A adore venir chercher chez les U21, donc qui sait. Donc maintenant, une élimination qui fait mal, je l'ai titré comme ça, qui est chaud un petit peu pour ceux qui auraient raté ces matchs face à la Tchéquie, et pas la République tchèque, un petit peu de parler de comment ça s'est passé, match aller, match retour. Moi, je peux le faire hein, s'il faut. Et du coup, le match aller à domicile, je pense que ça commence d'une manière assez équilibrée au début du match, avant qu'il y ait une grosse erreur de relance de notre gardien Lamens, qui relance du coup sur l'attaquant et c'est directement l'ouverture du score pour la Tchéquie. Derrière, on galère à se créer des grosses occasions. Avant quand même qu'on ait un face-à-face remporté par Stassin, qui a ensuite été signalé hors jeu. On ne sait pas trop si finalement il y a vraiment hors jeu ou pas. Un peu entendu des deux écoles, mais il n'y avait pas la VAR, donc on ne peut pas vraiment savoir. Mais derrière, une Belgique peu inspirée, peu inquiétante, et on encaisse encore un but sur corner un peu malchanceux, mais globalement décevant. Et après, mais on avait joué du coup avec une attaque à 2, ce qui est assez rare pour nos Diablotins, avant qu'on retourne dans un schéma tactique plus habituel en Tchéquie, face à un bloc très bas
des Tchèques, souvent à 11 derrière, hein, mais on n'a pas vraiment su se créer d'occasion en première mi-temps du moins. Après, en deuxième mi-temps, on recommence très bien le match, je trouve. Les 10 premières minutes, elles sont plutôt bonnes de la deuxième mi-temps. On marque via un solo but, une frappe de loin de Jarno Stöckers. Et puis, on retourne un peu dans notre travers. Trop de touchés de balle au milieu de terrain. On n'arrive pas à contourner le bloc que tchèque. Et on finit même par encaisser un autre but sur corner, de nouveau un contre son camp de Zeno Van Bosch. Et après ce moment-là, je pense que tout le monde savait que c'était fini. Les changements l'ont prouvé, que le coach n'y croyait plus, que l'équipe n'y croyait plus. Et voilà quoi. Donc c'est un petit résumé. J'espère que c'était pas trop mal fait. Non, pour moi qui n'ai pas pu voir en tout cas les 2 matchs en entièreté, c'était plutôt assez précis. Aussi, noté pas mal d'absents. Il y avait Vermeeren qui était sélectionné de base puis qui a été rappelé par Tedesco. Fofana qui était blessé mais qui aurait sûrement été en A. Mbangula qui est monté. Matheus Metz qui maintenant depuis 2 trêves, comme Van de Voort, est monté. Vranks qui était blessé. Mika Götze qui était blessé. Sardella qui était monté. Toi, Noé, cette élimination, comment tu l'as vécu? Je sais comment tu l'as vécu, mais si tu sais un petit peu en parler aux gens, parce que par rapport au niveau de la République tchèque, voilà, c'est un peu une honte de sortir, ou est-ce que justement, par rapport à cette liste d'absents, bon, il y a quand même des explications. Je trouve qu'effectivement, c'est pas normal de sortir contre la Tchéquie, mais dans l'ensemble, je trouve que même notre campagne qualificative n'est pas du tout au niveau. On reviendra peut-être après sur l'ensemble de la campagne. Mais ce qui est quand même frappant, c'est que quand on regarde le premier match qu'on joue dans cette campagne contre le Kazakhstan, et puis on regarde le 11 titulaire contre la Tchéquie, il n'y a que 2 joueurs qui sont titulaires en commun dans les 2 matchs. Et donc ça prouve quand même qu'il y a un vrai problème de stabilité. Après, je comprends dans l'absolu que ce qui compte, c'est pas le U21, c'est les Diables. Je comprends cette idée-là et je ne vais pas à l'encontre de ça. Je pense quand même qu'il y a une transition qui doit être faite de manière un peu plus intelligente. Quand tu as 2 matchs de barrage aussi importants, est-ce que ça a vraiment du sens d'aller priver les Diabletins de joueurs importants, à des postes importants en tout cas, aller prendre Van de Voort pour le mettre 3e gardien? J'avoue que dans ce contexte-là, je comprends pas. Je me demande, est-ce que c'est vraiment le moment d'aller faire ça au moment des barrages, aller prendre Samuel Mbangula pour même pas lui donner de temps de jeu du tout, et du coup se retrouver avec les U21 qui n'ont pas du tout de backup comme ailier, parce que tu vois, il a pris Olagbe et Stöckers, et qui sont 2 ailiers de style très différents, et il perd là, avant les matchs contre la Tchéquie, il perd Mbangula qui va chez les Diables et Götze qui est blessé. Et il les remplace pas parce qu'en fait, il a plus d'ailier. Tous les ailiers potentiels sont absents. En fait, normalement, tu as Fofana, tu as Stanislas Dumbo qui est en train de percer à Séville mais qui s'est blessé. Tu as Duranville qui est blessé également. Tu as quand même des joueurs de vrai bon niveau. Mathias Fernandez Pardo qui est une énigme. Ça, j'ai pas la réponse à pourquoi il n'a pas été repris. Mais donc, tu te demandes pourquoi il est privé d'un joueur important à un poste où on a un peu de mal. Et donc, ça partait déjà sur des mauvaises bases. Le match contre la Tchéquie, on commence avec un système qu'on ne connaît pas parce qu'on n'a pas d'ailier. Et donc, forcément, il se met avec il nous met en 3-5-2. Et on a bien vu que ça ne fonctionnait pas parce qu'en fait, c'est un test dans un match hyper important et dans lequel on s'est fait bouffer finalement. Et puis, comme disait Jules, on est revenu à un schéma plus classique, mais où les Tchèques ont fait exactement ce qu'ils avaient à faire, c'est-à-dire bétonner et tenir leur avance, et ils l'ont fait, tant mieux pour eux. Mais il y a des choix vraiment. Tu vois que Tedesco va chercher Fofana, c'est hyper logique, vu ce que Fofana est en train de faire à Lyon, va le chercher et offre du temps de jeu chez les Diables, c'est très bien. Mais à un moment, je pense qu'il y a. La gestion de 2 matchs de barrage de la part de la Fédé, ou en tout cas de la part de Tedesco, du duo quelque part Tedesco-Swerts, moi je ne le comprends pas. Et je ne suis pas sûr qu'eux le comprennent non plus. Non, je suis d'accord avec toi. Donc je pense en tout cas sur cette triste double confrontation, on a tout dit.
On peut passer au sujet suivant, on t'en parlait évidemment. Swerts, donc, comme je le disais en intro, donc il a remplacé Jackie Mike Tyson. Après, on peut le dire quand même l'échec de l'Euro avec cette élimination au premier tour et ce match face au Portugal qui fait aussi très mal. Donc, qui est-ce? Gilles Swerts, donc c'est un ancien joueur qui a quand même passé la majeure partie de sa carrière aux Pays-Bas. Très jeune en tant que coach finalement, donc il était coach des U21 de l'Antwerp pendant une quarantaine de matchs, pas grand chose de vraiment marquant, ce que je sache. Et puis il y a eu cette nomination surprise chez les Espoirs. Qu'est-ce que vous pouvez en dire par rapport à ça? Est-ce que vous avez été surpris au moment de sa nomination? Est-ce que vous avez des infos un petit peu pour expliquer pourquoi ce choix? Parce qu'il y avait un choix logique que tout le monde attendait d'un ancien défenseur des Diables Rouges qui, au final, est coach d'une équipe inexistante. C'est la U20, c'est ça? Donc, voilà, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Moi, franchement, j'avais pas, à part du coup Vermaelen, j'avais pas vraiment d'idée en poste d'entraîneur de U21 parce que je pense que des coachs un peu connus et qui ont de l'expérience, ils visent pas les U21, ils visent des équipes un peu plus regardées avec plus d'exposition. Mais je pense qu'il y avait quand même moyen d'aller chercher mieux qu'un coach des U21 de l'Antwerp. À la limite, des coachs au moins d'une des 4 équipes U23 qui est au moins avec de l'expérience pro. Je pense que ça reste différent d'entraîner dans un championnat pro ou les U21 de l'Antwerp qui s'entraînent du coup qui jouent dans un championnat amateur. Mais ouais, globalement, je pense que c'est aussi surtout lié au fait que la fédération manque d'argent et que du coup, on prend ce qu'on a et on réfléchit pas trop au poste d'entraîneur, quoi. Donc j'étais pas surpris, mais pas content non plus, quoi. Ouais, pour ma part, forcément, j'étais surpris par le nom de Gilles Swerts, que moi je connaissais comme un back droit lambda, enfin qui a quand même été 17 fois diable, donc voilà, qui avait une petite carrière, pourquoi pas. Après, je me souviens d'avoir lu que il voulait d'abord José Riga, ce qui quand même faut se le farcir. Enfin, José Riga, c'est quand même un ancien qui, je savais même pas qu'il entraînait encore. Et apparemment, José Riga avait refusé parce que pour des raisons financières. Alors, vraiment, si tu n'arrives pas à te payer José Riga, c'est qu'il y a un vrai problème financier à la Fédé. Et en même temps, comme tu dis, il y avait Thomas Vermaelen, il est entraîneur de U20, qui est une équipe semi-fictive, mais s'il y a moyen de le prendre chez l'U20, il y avait sûrement moyen de l'avoir chez l'U21. Et moi, ça me semblait être un meilleur choix. Après, moi, je vais toujours préconiser un ancien défenseur central au milieu def plutôt qu'un arrière droit, par principe. Et puis Vermaelen, c'est un gars qui j'ai un bon feeling envers lui, donc j'aurais préféré. Mais moi, j'avais pas de mauvais a priori sur Swart. Tu sais, je n'étais pas. Je dis, en fait, il est là, faisons-lui confiance, rien à dire. Et puis en fait, on finit la campagne et on n'a rien vu. Voilà. Donc, j'ai pas. Moi, si on peut passer à autre chose, je suis content. Mais en plus, j'imagine peut-être c'est ça qui te faisait tiquer. Je voyais que tu retirais ton micro. C'est que maintenant, José Riga, il fait partie du staff en plus. C'était deux. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai check parce qu'il me semblait que c'était ça, mais je me suis dit merde, peut-être que je dis une connerie. Du coup, je me suis remute et j'ai été voir. Du coup, il est bien adjoint de Swerts. C'est ça que je comprends pas. Il y a un truc que je comprends. Ou alors, ça veut dire que l'information de base sur le prix de José Riga était faux. Mais c'est un truc que j'avais vu, enfin, qui me semblait être de source sérieuse. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'il est dans le staff maintenant. Ouais. Mais en plus, je pense que c'est pas si vieux que ça, parce que j'ai pas l'impression qu'il débute avec lui. Parce que là, en fait, quand je l'ai vu à la télé, j'étais, purée, José Riga, bon, il fait partie de DU21. Non. En tout cas, bon, on va pas épiloguer plus longtemps sur Serge. Moi, j'ai pas grand chose à dire sur lui. J'étais surpris et un petit peu, on va dire, aucune info sur le personnage. Mais donc, on va passer on va dire à ce qu'il a fait et donc à la phase de qualification qu'on peut nous dire qu'elle est un petit peu mitigée. Donc, la Belgique finit deuxième de son groupe, donc un groupe composé donc de l'Espagne, Écosse, Hongrie, Kazakhstan et Malte, donc 19 points sur 30. Elle finit 3 points devant l'Écosse et la Hongrie. Donc, si on regarde en termes de résultats, donc ça démarre par une très très petite victoire face au Kazakhstan,
une victoire à Malte, une victoire en Hongrie. Donc là, on se disait plutôt pas mal. Et puis, il y a cette défaite qui a fait très mal face à l'Écosse où bon, l'Écosse est venue jouer un petit peu à l'écossaise. Voilà, ça, c'est pas venu jouer au foot, mais c'est venu prendre les 3 points. Puis on a ce nul face à l'Espagne à la maison. Une victoire à la maison, encore une fois, face à Malte. Aussi une défaite en Espagne qui fait aussi, enfin, moi, de mon souvenir, ça fait mal parce qu'elle tombe très tard dans le match. Et puis, ben, on a, pour terminer la phase de qualification, on a cette victoire au Kazakhstan, une victoire pour se venger face aux Écossais et cette défaite qui, au final, fait peut-être très mal. Je ne sais pas exactement en termes de classement comment ça se passe, mais la défaite face à la Hongrie, alors qu'il y avait ces meilleurs deuxièmes qui pouvaient passer. Je ne sais pas si la Belgique, en gagnant, elle aurait été dedans. Mais en tout cas, c'était une possibilité d'aller directement à l'Euro. Toi, Noé, qui a suivi sûrement, avec Jules ici, le plus cette équipe, est-ce que tu as quand même vu, comment tu qualifierais cette phase de qualification? Est-ce que tu as vu des évolutions? Est-ce que c'est une équipe qui était dure à regarder jouer? Qu'est-ce que tu en dirais? Je dirais on fait 19 sur 30, et donc si on prend la Tchéquie, ça fait 20 points sur 36, et que c'est vraiment insuffisant face à des adversaires pareils. Ok, il y a l'Espagne, mais si tu enlèves l'Espagne, on fait 19 sur 30 contre Tchéquie, Hongrie, Écosse, Kazakhstan, Malte. C'est vraiment insuffisant, et c'est des résultats qui ressemblent aux résultats des Diables avant 2014. Je trouve que en fait, on a commencé avec un 9 sur 9, donc on était relativement content parce que je trouve qu'on avait relativement bien géré. Mais en fait, si on se souvient bien, on s'en sort dans les 3 matchs exactement de la même manière, c'est-à-dire que c'est Kazim Olaïkbe qui rentre en cours de match et qui met 3 buts tout seul, 3 exploits personnels, qui fait qu'on sort avec 9 sur 9. Mais en n'ayant pas proposé énormément de jeux, en ayant dominé. Alors, Kazakhstan, c'est jamais facile parce que c'est des brutes. Et on a vu que l'Espagne, ils ont gagné 4-3, ils ont eu du mal. L'Écosse, là, ils ont perdu contre le Kazakhstan, c'est pas si facile. Mais on ne peut pas dire qu'on est vraiment dominé, qu'on ait proposé vraiment du jeu. Et puis honnêtement, perdre contre l'Écosse, le match était d'une tristesse folle. Le match contre la Hongrie qu'on perd, c'est super. Enfin voilà, c'est plus que poussif vu qu'on perd les matchs. Mais la campagne, elle n'est pas du tout au niveau. Il me semble. Alors, j'étais avec Jules au match contre la Hongrie. Et on suivait les résultats des autres matchs. Mais à la fin, pour voir si on pouvait encore être meilleur deuxième. Et puis, comme on perdait, à un moment, on arrêtait de regarder parce qu'il n'y avait plus moyen. Mais il me semble que si on gagnait ce match, vu les autres résultats, on était meilleur deuxième. Et honnêtement, vu notre groupe, on aurait dû être meilleur. Enfin, on doit être meilleur deuxième. Donc ouais, c'est une grosse déception déjà d'avoir dû aller en barrage. Je trouve que c'est pas suffisant, mais alors la sortie en barrage, voilà. Mais de nouveau, on n'a pas de chance avec les blessures, c'est vrai, mais il y a des trucs. Juste pour revenir sur Swerts et la gestion avec Tedesco, je me souviens que pas la campagne, enfin pas le rassemblement maintenant contre la Tchéquie, mais le précédent avec le match contre Écosse et Hongrie. Tedesco annonce sa liste et on se demandait s'il allait prendre Seyss ou Dams, qui était vraiment très en forme avec Bruges et avec le PSV. Et Tedesco dit: je ne les prends pas, mais Swerts va les prendre et je vais les voir avec les espoirs. Et puis le lendemain, ils ne sont pas pris avec les espoirs. Tu dis: ok, en fait, ils ne se parlent pas. Enfin, il y a vraiment un couac dans le truc, quoi. Ouais, non, non, c'est vrai qu'il il y avait eu cette imbroglio entre les deux. Et puis en plus, Dams, au final, il se retrouve être pris là pour ces barrages et directement titulaire. Donc tu te dis un petit peu la cohérence est où? Toi, Jules, c'est quoi ton ressenti aussi? Toi qui portais évidemment la poisse, hein, qui était là face à la Hongrie, qui était là face à la Tchéquie. Toi aussi, c'est pareil que Noé? Si tu commences à me vanner, je vais repartir pour 14 épisodes en étant absent et après je reviendrai. Non, mais ouais, j'ai un peu le même feeling que Noé, hein. C'était globalement très poussif. Moi, quand tu gagnes 1-0 contre le Kazakhstan et puis 2-0, il me semble, à Malte, en marquant 2 fois l'ouverture du score après la 75e, tu te rends déjà compte qu'il y a un truc qui cloche un peu. Mais sinon, sur la globalité, moi, je trouve que en fait, il y a pas vraiment eu d'amélioration. Alors, je trouve que autant, je pense qu'on en revient après sur le poste de neuf, et je pense que Stassin a apporté quand même une certaine amélioration à l'équipe. On voyait qu'il y avait un neuf un peu plus présent qui amenait quelque chose. Mais si on prend la globalité de l'équipe, moi, je trouve vraiment pas que
il y a eu d'améliorations sur toute la campagne. Je pense que si on jouait les mêmes matchs, mais dans le sens inverse, tu vois, genre, on commençait par exemple par l'Espagne, puis machin, en fait, je pense que le résultat, il est presque le même parce qu'il n'y a pas eu d'évolution. Donc, non, c'est dommage et c'est très insuffisant parce que c'est des joueurs qui ont des qualités. Genre, parce qu'il dit que c'est un bilan que les Diables faisaient en 2014, mais je pense pas que les U21 en 2014, enfin avant ça, ils avaient ces qualités-là. Là, c'est quasi c'est que des joueurs qui jouent en professionnel chaque week-end, à part les 2-3 chouchous du coach. Mais voilà quoi, c'est pas normal pour des joueurs de ce niveau. Et je vais me faire l'avocat du diable, enfin, pas vraiment, mais est-ce que quand même, il peut y avoir des circonstances atténuantes, parce qu'on en a déjà parlé pour ces barrages, dans le sens où, comme Noé l'a dit, par rapport à l'équipe qui démarre et l'équipe qui affronte la Tchéquie, où tu as eu beaucoup de changements. Donc là, je notais, donc il y a eu l'absence de cadre, on va dire, de cette équipe durant toute la qualif pour diverses raisons. Tu as un Connie de Winter qui a quand même participé à cette phase de qualification, puis qui a été appelé en A, puis qui a été blessé. On a Malik Fofana qui, sur la fin, aussi était avec les A et là absent. Vermeeren qui a aussi un petit peu bougé, qui n'a pas arrêté. À un moment, Tedesco, il n'en voulait pas, il disait c'est pas le profil de joueur. Et puis il le rappelle. Il y a eu aussi, à un moment, il y a eu Vermeeren et Mandela Keita qui sont montés. On a Matheus Metz qui était peut-être censé le remplaçant de Winter qui monte. On a, je vais pas pleurer, mais il y en a Vranks aussi qui a pareil. On a aussi des cadres qui ont vécu des situations en club compliquées. On a un Spillers qui, au club de Bruges, a perdu totalement sa place. On a un Matazo qui, malheureusement, qui enchaîne, pas les matchs en tout cas, mais le banc. On a Hugo Sique qui est un joueur qui est censé être important, qui maintenant se retrouve dans une situation au club de Bruges où il joue pas. Est-ce que ça, quand même, ça peut atténuer les critiques qu'on peut avoir sur l'équipe et sur le coach par rapport à cette phase de qualification? Je pense que ça les atténue un petit peu, mais que c'est quand même insuffisant parce que, OK, Hugo Sique, par exemple, son cas à Bruges, mais en fait, c'est dur parce que oui, alors là, tu as un joueur en manque de rythme qui est titulaire sur son flanc droit, mais en fait, personne l'a obligé à le sélectionner. Genre, il y avait d'autres joueurs, par exemple, Kyrian Issab, il joue un peu plus, en tout cas, qu'il est devant lui dans la hiérarchie à Bruges. Donc pourquoi lui ne jouerait pas? Et je pense que Sique, c'est même pas le cas le plus criant. Je pense que simplement Elliot Matazo, je pense qu'il a joué depuis le début de la campagne qualificative, je pense qu'il a plus de temps de jeu en diablotin qu'avec Monaco en club. Donc personne ne l'oblige à le reprendre, en plus lui donner le brassard et un rôle de numéro 10 qui n'est pas forcément le sien. Genre, il y a quand même des choix qui sont incompréhensibles déjà dans la sélection de base. Et donc évidemment que ça rend compliqué parce que je pense qu'il a trop voulu rester sur un côté groupe. Le groupe, c'est important. Et qu'en fait, avec les manquements des A, son groupe a tout le temps été chamboulé. Et en voulant quand même garder la même ossature avec Spillers, Sique, Matazo, machin, en fait, ça fait qu'il y avait trop de problèmes dedans, quoi. Mais c'était faisable de gérer ça beaucoup mieux, je pense. Oui, je pense aussi qu'en fait, Schwartz, il a ses cadres et Sique, c'est un joueur important, même quelle que soit sa situation en club, parce que c'est lui qui donne les phases arrêtées, même avec les Diablotins. Mais c'est vrai qu'il y a des. Enfin, je suis d'accord qu'il y a des circonstances atténuantes et qu'il faut en tenir compte, mais c'est vrai qu'il y a aussi des choix. Moi, il y a beaucoup de choix qui m'ont posé question, que ce soit dans le choix du 9, par exemple, dans le fait que hier, au back droit, normalement, on peut jouer avec Sique, avec Sardella, avec Ilay Kamara, avec Kyrian Issab, avec Richie Sagrado, et on joue avec Van Elden, qui fait pas un mauvais match par ailleurs, mais c'est quand même particulier comme choix, parce que c'est pas du coup un gars qui va tellement déborder, qui va apporter offensivement, alors qu'on doit marquer. Et tu te dis, mais il y a bref, des choix un peu. Tu vois, le fait hier qu'il reste 10 minutes, on doit marquer, et il fait monter Joël Chingtien plutôt que Caretsas. On se doute que s'il ne fait pas monter Caretsas, c'est pas pour des raisons sportives, c'est qu'il y a autre chose, c'est que Genk, voilà, il vient pour faire le nombre, ou il y a peut-être quelque chose qu'on ne sait pas, mais c'est des choix qui sont trop bizarres. Et en fait, les choix bizarres, il en a fait un certain nombre pendant la campagne. Comme disait Jules, mettre Matazo en 10, je pense pas que ce soit vraiment son poste. Il était tout le temps très très proche de l'attaquant, sauf que c'est un gars qui est capable de percuter en venant de la deuxième ligne, mais pas aussi proche des attaquants parce qu'il n'a pas la qualité de passe pour faire jouer un attaquant. Donc
c'est plein de choix qui posent question. En plus, effectivement, des circonstances où tu as plein de joueurs qui sont blessés et ça, on peut pas y faire grand-chose, quoi. Ouais. Et justement, un petit peu, parce qu'on a parlé, comment vous la présenteriez, cette équipe? Enfin, s'il y a quelque chose à présenter, c'est quoi les points forts, malgré tout, qu'on aurait vu, on va dire, collectivement dans cette équipe lors de la phase de qualification, s'il y en a eu? Parce que c'est vrai que là, je notais quand même qu'en 10 matchs, l'équipe a marqué 13 buts. En affrontant quand même Malte, Kazakhstan, c'est quand même peu. Elle a encaissé 6 buts. Soit c'est plutôt positif, on va dire. Est-ce qu'il y a un point fort quand même qui ressort ou au final, non? Moi, c'est une équipe que j'aurais bien aimé voir plus contre des grands parce que contre l'Espagne, je trouve qu'on n'a pas été mauvais du tout. On a bien tenu le coup face à une équipe d'Espagne où il y a vraiment de vrais joueurs, quoi. C'était Samu Omorodion en attaque qui maintenant perce complètement à Porto. Ouais, Il y il y avait avait Fermin Fermin. Lopez. Ah, ouais, Ouais, ce que je disais, il y avait il Fermin. Il y a... Barrios. Enfin, c'était une belle équipe. Et tu sens qu'en fait, c'est une équipe, quand elle est pas trop déforcée, c'est une super équipe, quoi. Enfin, ça, il y a rien à dire là-dessus. Le fait est que là, contre la Tchéquie, par exemple, on a joué avec une équipe B, et forcément, ben, c'est pas la même. Et il y a des individualités qui sont capables de faire des choses. Olag B, honnêtement, il a montré des choses par moment, c'était prime hasard, hein, à certains moments. Mais même si il doit un peu affiner des trucs dans son jeu, il a montré des vraies belles choses. Et puis on a senti, parfois il y a des choses qui se passaient, quoi. Comme disait Jules, quand Stassin est titulaire, tu sens qu'il se passe autre chose dans cette équipe, enfin, il met un beau doublé contre l'Écosse. Euh, et puis c'est une équipe qui est dans la gestion, qui gère assez bien en fait, tu vois, quand il s'agit de, de se mettre, de faire un peu du handball autour d'un bloc bas. C'est une équipe qui, en possession de ses moyens, avec un 11 normal, est capable de le faire, est capable en gestion, de bouffer un adversaire de manière assez mature. Et le problème, c'est de nouveau, c'est qu'on a très peu joué avec une équipe, si pas type, au moins avec assez de titulaires, quoi, je trouve. Ouais, c'est sûr. Toi, Jules, je vais te demander d'être un petit peu quand même le négatif. Toi, c'est quoi les faiblesses que tu as vues de cette équipe? Genre, tu t'es dit, enfin, collectivement, au moins, pas forcément cibler un joueur parce qu'on y viendra après dans un point suivant. Je sais pas, est-ce que c'est une équipe qui sait pas attaquer? Est-ce que c'est une équipe qui sait pas défendre? Qui sait pas tenir un score? C'est quoi que t'as vu? Moi, je trouve qu'on a quand même eu beaucoup de mal, parfois sur des contre-attaques adverses, quand on avait la balle. Je me rappelle que je crois que c'est contre Malte. À un moment, ils partent en contre-attaque, il y a Zeno van den Bosch, il découpe l'attaquant. On ne sait pas pourquoi, je ne sais pas comment il ne prend pas rouge, je me rappelle plus vraiment de la phase, mais je me rappelle que c'était vraiment scandaleux. Et même contre la Tchéquie, je trouve qu'il y a globalement eu des situations qui ont été hyper mal gérées où la Tchéquie remontait vite et ils ont eu des réelles occasions, parfois de supériorité numérique. Et je trouve que ça a quand même été globalement sur la campagne à plusieurs moments mal géré. Sinon, je pense que on a, on a vraiment, sans cibler de poste, c'est quand même plus compliqué, mais je trouve que parfois on a manqué de justesse aussi dans les 20-30 derniers mètres avant de pouvoir tirer, en fait. Et qu'il y a plein de fois où, par exemple, hier, c'est un exemple ça, Matazo, il y a 2 fois où il met une passe beaucoup trop forte pour son attaquant ou son ailier, et que genre la balle juste elle sort alors que techniquement il est capable de faire une simple passe pour ce genre-là, mais il y a des justesses dans les derniers mètres qui ont été beaucoup manquées, je trouve, durant la campagne, et globalement plus sur le barrage même. Ça va, ça va. En tout cas, merci pour cette intervention sur les faiblesses. En tout cas, Matazo, moi, je me pose toujours la question, hein, pourquoi le move Monaco-Cercle se fait pas? Enfin, pour moi, ça paraît le truc évident dans le sens ces deux clubs, bon, multipropriété, tout ça. Joueur belge, je suis pas compris. Moi, je m'attendais en tout cas à ce que l'Antwerp, ça aille mieux, mais il a joué très tard, hein. Si je me souviens bien, à la saison passée, il était titulaire vraiment à la fin. Donc bon, ils n'ont pas voulu Ouais, pendant les renouveler playoffs seulement, il me Ouais, semble. ouais. Mais c'est dommage, parce que moi, c'est un joueur que j'aimais bien, mais là,
J'ai l'impression ça va jamais évoluer. Donc on va passer à l'avant-dernier point maintenant, à moins que vous ayez encore quelque chose à dire sur ça. Donc on va passer aux individualités un petit peu. Première question par rapport à ça. C'est qui pour vous, si vous deviez ressortir, je sais pas, 2 ou 3 joueurs ou 1, enfin je sais pas combien, qui sont ressortis vraiment lors de ces phases de qualification, qui ont montré plus que les autres? Quand ils ont eu l'occasion, on l'a pas quasiment pas vu, mais Duranville contre Malte, voilà, on a tout de suite vu qu'il se passait un truc. Il a fait un geste technique de fou dans le rectangle. Le problème, c'est que moi, ceux que je vais citer, c'est des joueurs qu'on n'a pas beaucoup vus, quoi. Donc Duranville, Fofana, on sentait que tu as envie qu'il s'installe dans l'équipe. Et en même temps, s'il était chez les Diables, tant mieux. Parce que ça montre qu'il a progressé encore plus vite. Et donc en fait, on doit se réjouir de ça. On ne doit pas quelque part pas se plaindre qu'ils ne s'installent pas chez les Espoirs, mais se réjouir du fait qu'ils sont rapidement chez les Diables, quoi, parce que c'est ça la finalité. Mais moi, il y a eux. J'avais beaucoup aimé Arne Engels contre l'Espagne. Je trouvais qu'on sentait qu'il y avait une vraie intelligence de jeu dans la manière de couvrir, de gérer le sans ballon et tout. J'avais bien aimé. Mais de nouveau, c'est des joueurs qui ont assez peu joué. Sinon, s'il doit y en avoir un, c'est Olag B, parce que c'est lui, peut-être quelque part, l'homme de la campagne, parce que c'est lui qui nous sauve dans les 3 premiers matchs. Alors qu'il n'est pas titulaire, il monte, il marque. Et donc, c'est obligé de le citer. Et puis, Stassin qui a montré que c'était lui le futur en attaque. Alors que on galérait clairement en attaque avec Youssouf Silla, mais on en reparlera, je pense. Ouais, en effet. On va reparler. Et toi, Jules, est-ce que c'est les mêmes joueurs plus ou moins qui reviennent ou est-ce qu'il y en a un autre dont tu as envie de parler? Non, franchement, j'avais les mêmes noms au Lagby, Stassin surtout. Et Fofana, parce que Fofana, je trouve que Duranville, on l'a vraiment vu que 20 minutes. Mais Fofana, on l'a quand même vu plusieurs matchs. Et même au stade, quand Fofana touchait la balle, en fait, je pense que c'est aussi parce que c'était un des joueurs les plus connus et que les gens qui sont là-bas connaissaient pas forcément toute l'équipe. Mais quand Fofana avait la balle, on sentait quand même qu'il se passait un truc dans le stade, tu vois. Je vois. Mais alors, je vais te laisser la parole maintenant. Est-ce que par contre, de l'autre côté, il y a, on va dire, certains points faibles qu'on a vus, enfin, des joueurs, bon, quand on les voyait sur le terrain, tu sentais que bon, c'était un petit peu plus compliqué pour eux? Ah, moi, Van Den Bosch, hein. Franchement, j'arrive pas à ce mec. Franchement, j'arrive pas. Là, les relances, surtout contre la Tchéquie, c'est horrible. Contre Malte, l'exemple que je parlais tout à l'heure, non, pour moi, j'ai pas envie d'être hyper méchant avec lui, mais pour moi, il a aucun avenir en diable. Genre, il a trop de manquements. Et du coup, ouais, c'est le joueur qui a, en fait, parce qu'il a eu énormément de temps de jeu, je pense il a quasi la totalité du temps de jeu sur la fin, en tout cas, de la campagne. Donc, ouais, c'est le joueur qui m'a marqué négativement. Et puis Stroikens, je Et- trouve qu'il n'a pas apporté ce qu'il est capable de faire. Stroikens. Il n'est pas mauvais, mais il est moins bon que ce qu'il sait faire. Il est capable de faire beaucoup, beaucoup mieux. Ouais, c'est sûr quand on voit ce qu'il fait à Anderlecht. Et toi, Noé, pareil, Zeno Van Den Bosch? Globalement, pareil. Van Bosch, tu parlais de sa faute contre Malte, c'est vraiment très choquant. Mais globalement, là, maintenant, c'était super compliqué contre la Tchéquie. Balle au pied, tu sens qu'il panique, en fait. Il y a en permanence. Il panique, il balance des ballons n'importe comment. C'était vraiment dur. Parce que voilà, il est habitué à jouer à l'Antwerp à côté d'Alderweireld, donc avec un patron à côté de lui. C'est pas le cas chez les Diabletins, et tu sens que c'était vraiment dur. Je suis d'accord avec Strukens. Moi, je m'attendais à plus de sa part, d'autant plus que là, maintenant, pour la dernière phase, enfin pour les barrages, on évoquait quand même Strukens chez les Diables directement. Et donc, tu t'attends à ce qu'il prenne un rôle de leader technique dans l'équipe au vu de son niveau actuel en championnat de Belgique. Et puis, en fait, c'est assez neutre, quoi, assez plat. Il ne se passe pas grand-chose et il ne remplit pas du tout ce rôle-là. Et puis, moi, j'ai un problème avec Youssouf Silla que je trouve assez faible en pointe. Et de nouveau, c'est des choix que je ne comprends pas archi bien. Alors, on a un problème en attaque en général, on le sait. Même s'il y a Stassin maintenant c'est pas génial non plus à Saint-Etienne, mais qui est en train de prendre de l'ampleur. Mais Youssouf Silla, je dirais, je trouve pas qu'il joue assez, même au plus haut niveau, que pour mériter une sélection, en fait.
Après, c'est un profil de pivot qu'on n'a pas trop. Mais Silla, dès qu'on lui a mis un ballon dans les pieds, c'était compliqué. Tu lui mets un ballon devant lui, c'est compliqué. Ok, il a un jeu de tête, mais je trouve que c'était vraiment poussif. Et j'ai rien contre lui parce que c'est un garçon que je suis depuis hyper longtemps. Quand il était à Torino et tout, je le suivais quand il est revenu à Zult, à Charleroi, et je prends du plaisir et je ne demande qu'une seule chose, comme à chaque fois, c'est qu'il me fasse mentir, qu'il fasse une grosse saison et qu'après je dise, bah voilà, en fait, s'il il a progressé, bravo à lui. Mais là, moi, j'ai trouvé ça trop compliqué, quoi. Ouais. Ouais, moi, je me souviens, face à l'Espagne, c'était vraiment, vraiment compliqué. Voilà, honnêtement, je n'ai pas compris le forcing. Il y a justement, tu parles du souci-là. Il y a eu ce souci du numéro 9 où on a vu vraiment. Autant il a changé beaucoup de composition, mais vraiment aussi le poste de numéro 9 pour Suer, il a tourné. On a eu qui? On a eu Youssouf Silla, on a eu Stassin, on doit avoir quoi, Vermont. Ouais, Vermaelen, Beaucoup. ouais. Ouais, il y a eu beaucoup. Mais qu'on comprend qu'au final, je me demande si est-ce que c'est pas Silla qui a eu le plus d'opportunités parmi ces trois neufs, alors que c'est celui, au moins, déjà juste en club, qui était dans la situation la plus incertaine et celui dont le niveau, je veux dire moyen, est quand même le plus faible. Ouais, avant les barrages, c'est sûr et certain que c'est lui qui avait eu le plus sa chance. Après, pendant les barrages, il n'a pas vraiment joué. Donc, enfin, il est monté à la fin, mais donc peut-être que Stassin l'a rattrapé parce que Stassin est comme titulaire dans les 4 derniers matchs. Ah, dans la Hongrie, il monte au jeu. Mais non, si c'est là qui a eu le plus sa chance, ça c'est sûr. Mais parce qu'en fait, c'est le plus âgé, donc c'est celui dont c'est la génération, alors que Vermaelen et Stassin, ils seront encore là à la suivante. Je pense qu'effectivement, c'est le seul 2002 en attaque. Il n'y a personne. En 2002-2003, il n'y a personne. Et donc, c'est lui, un peu par la force des choses, qui s'est retrouvé, je pense, titulaire au début, mais il a eu beaucoup de crédit, quoi. Je pense qu'il a été titulaire 6 fois sur la campagne. C'est beaucoup. Il marque un but contre le Kazakhstan, mais à part ça, tu parlais du match contre l'Espagne, c'était archi compliqué, quoi. Parce que il ne sait pas trop faire autre chose que jouer en pivot. Et même là, je trouve qu'il ne pesait pas énormément. Alors que Vermaelen, il est dans un rôle très travailleur. Je ne suis pas hyper fan de Romeo Vermaelen. Il a eu des ratés énormes. Mais il y a un vrai travail que Silla ne fait pas forcément. Et pour moi, Stassin, c'est clairement le meilleur des trois. Moi, Il y a quand même Anthony De Scott en 2003 qui a été repris dans les premières sélections et qui n'a pas vraiment eu sa chance comme s'il l'a eu, tu vois. Après, Ouais, je dis mais pas que c'est ici, je le pense que c'est Messi vraiment faible. de Scott, mais Je pense que c'est vraiment faible de Scott. oui aussi, Ouais. mais bon. Ouais. Chaque fois, en tout cas, chaque fois que je l'ai vu jouer dans ma vie, Avec les U20 là contre la Norvège, je crois. C'était à Charleroi, ouais, non? Ouais. ça j'ai été Ouais. voir. Ouais. Ah ouais, non, moi, je Dur, parle pas hein. mal de Scott. J'étais à l'école avec son grand frère, très gentil. Non, mais de nouveau, moi, c'est dur parce Ouais, que je sais bien. à la fois, tu vas avoir une analyse et donc pouvoir être critique. Et à la fois, moi, j'ai rien contre personne. C'est tous les joueurs que j'aime beaucoup. Et Ouais. si je vois le week-end que Descott il marche, je suis trop content pour lui, tu vois. Ouais. Donc, D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on n'entend plus parler. Je me demandais si dernièrement, je voyais pas qu'il jouait avec les U21 de Utrecht. Il s'est blessé en fait, De Scott. C'est blessé. Du coup, c'est pour ça. Mais il est revenu. En fait, il joue un peu avec les U23 et un peu avec les A. Et après, il a une blessure. Du coup, je pense qu'il a dû enchaîner 2-3 matchs avec les U23 pour reprendre le rythme, quoi. Ah ouais, c'est possible. Là, je suis sur sa fiche, ouais, sauf à score. Ouais. Là, il revenait, c'est vrai. Il y a aussi un joueur qui, c'est là, en fait, en regardant des compos, je vois qu'il a disparu, alors qu'il faisait un plutôt bon début de saison, mais là, je pense qu'il doit être blessé. C'est Van der Bremt, qui a pas été rappelé en septembre et octobre, alors qu'à Com, ça a l'air de plutôt bien se passer. C'est aussi quelque chose qui peut peut-être poser un peu question, dans le sens où c'est un joueur d'expérience, ça fait longtemps qu'il est là aussi. c'est vrai que je sais pas pourquoi il était pas là. J'avoue que j'ai cité tout à l'heure tous les arrière droits potentiels et il en fait partie. C'est un peu mon combat contre Swift, Swift le déteste. Alors que moi, je trouve que une défense à 5, c'est un bon arrière central droit. Et je sais pas pourquoi il était pas là. Mais effectivement, c'est un joueur d'expérience et peut-être que ça aurait fait du bien de l'avoir dans le groupe. Ouais. Mais bon, voilà, je pense que c'est pas un crack, hein, mais je pense que c'est un Ouais. arrière droit fiable, quoi. Ouais. Je sais pas pourquoi il était pas là. Peut-être qu'il était blessé, ouais.
Ouais, mais en fait, le truc qui m'étonne, voilà, j'étais sur sa fiche SofaScore, c'est là, j'ai l'impression que ça fait pas mal de temps en tout cas, il n'a pas joué en novembre, donc ça peut expliquer une blessure, mais en octobre et en septembre, il jouait, et il n'était pas là, je pense. En tout cas, je vois pas de match avec la Belgique U21 pour lui. Donc, je me dis que bon, tu veux quelque chose. Il y a un poste, on a peu parlé et au final, qui était décisif de la mauvaise manière face à la Tchéquie. C'est le poste de gardien où Van de Voort a été repris. Depuis la trêve d'octobre, il est avec les A. On m'expliquait qu'il y avait un souci personnel avec Kaminski qui maintenant, j'ai pas l'impression qu'il y ait de soucis, mais qui n'est toujours pas repris, et Van de Voort, et donc maintenant avec les A. Est-ce que là aussi, on peut dire quand même qu'enlever voilà, un gardien d'expérience qui avait l'habitude de jouer avec l'équipe pour un barrage, ça peut poser question? Ouais, bah, ça, Noé l'a dit de toute façon en début d'émission, il n'y avait pas de raison d'empêcher Van de Voort de continuer avec les U21 si c'était pour être troisième, voire quatrième, peut-être gardien des Diables Rouges. Donc là, je pense que c'est sûr et certain que c'est une erreur de la part de la fédération. Peut-être que eux ne jugent pas les U21 comme quelque chose d'assez important et que peut-être que pour eux, avoir un stage d'entraînement avec les A, c'est plus important. Mais moi, je pense que Van de Voort devait rester le titulaire jusqu'à ce qu'il n'ait plus l'âge, en fait, comme Baudard avait fait avec la génération avant. Je pense que Baudard est resté titulaire jusqu'à ce qu'il n'ait plus l'âge et après Van de Voort a pris sa place. Ben là, ça aurait dû être la même chose et après, et Polo ou Penders, quoi. Mais Van de Voort devait continuer jusqu'à l'Euro 2025. D'accord avec ça. Je comprends que Ouais. que tu veuilles lui faire une place, que le mettre dans le groupe chez les Diables, mais maintenant, trop bizarre. Vraiment, attends qu'on se qualifie pour l'Euro et laisse-le jouer l'Euro et après reprends-le. Mais vraiment, déforcer pour qu'il joue pas un match, pour qu'il joue pas une minute, ça ressemble enfin Ouais. ouais, moi j'ai tendance à appeler ça du sabotage, mais peut-être qu'en fait ils n'en ont pas grand-chose à faire du 21, ils considèrent que, ou alors ils n'en ont pas grand-chose à faire et ils considèrent qu'on se qualifie pas, c'est la même chose, ce qui est une possibilité, ou alors ils pensaient juste qu'on était de toute façon supérieur à la Tchéquie et qu'on n'avait pas besoin d'un Van de Voort ou d'un Bangula et qu'on allait quand même se qualifier et qu'ils allaient pouvoir d'une part se qualifier, d'autre part donner du temps avec le groupe A à Van de Voort. Et ils À ont mon avis, eu c'est plutôt 0 ça. sur 20. Et, Mais moi, en bah plus, après, ouais. sur Van de Voort, il y a un truc que je m'étais dit quand il est passé en A, c'est qu'en fait, avant, il était titulaire à Genk et que du coup, Ouais. en vrai, au pire, il serait parti en A. Ça aurait pas été hyper grave parce qu'il aurait toujours du temps de jeu en club. Mais là, maintenant, en fait, les U21, ça aurait pu être sa bulle d'air où il a du temps de jeu parce qu'à Leipzig, en fait, à part en coupe, il joue pas. Donc là, ça veut dire que si tu le mets en A pour ne pas jouer, en fait, il va juste pas jouer de la saison. Alors que si tu le laissais avec les U21, ça aurait été comme sa bulle d'air, il aurait pu jouer, ben là, en 3 mois, il aurait joué 6 matchs, et ben, ça aurait été un peu mieux pour lui, quoi, je pense. Non, ouais, je suis d'accord. Après, à noter quand même, bon, Lamons, malheureusement, il fait star, mais là, il est sur une saison quand même du côté de l'Antwerp, vraiment, c'est peut-être le meilleur gardien de Pro League, peut-être avec un Kosemans, alors qu'on pouvait justement, enfin, moi, je sais que la saison passée, je me disais, quand il y a la blessure de Mignolet en fin de saison, et que tu vois, Yakers qui joue, tu te dis, purée, Lamons, c'est con de partir à l'Antwerp où t'as un Jean Buté. Bon, ben là, au final, maintenant, il a pris la place, et, bon, ben, après, il reste plus beaucoup de temps, j'imagine aussi, même avec le 21. Je sais même pas si. Je pense que c'est déjà fini pour lui, en fait. C'est fini, c'est en 2002, donc là, il a plus de raison d'être pris en mars, je pense. Ouais. Donc voilà. Dernier point, donc sur les individualités, est-ce qu'il y a quand même un leader on va dire, qui a pris une place dans cette équipe, ou justement, avec toutes ces blessures, tous ces absents, il y avait plus vraiment de leader dans cette équipe? Je pense que le leader, c'est Matazo. Enfin, je pense que Matazo a toujours été capitaine à Anderlecht chez les jeunes. C'est un gars qui a, je pense, cette âme-là. Et s'il a le brassard, c'est qu'il y a une raison. Même si, comme on le disait, moi, je trouve que sur le terrain, il est mal utilisé et que du coup, ça n'a pas tellement fonctionné. Mais sinon, enfin, à mes yeux, c'est un peu compliqué. Après, je connais pas le groupe. Je sais pas, peut-être qu'il y a des. Enfin, je me rends pas tellement compte, évidemment, de comment ça se passe à l'intérieur. Comme peut-être qu'il y en a qui prennent de la place et ça, on s'en rend pas compte.
Tu vois, les gars comme Hugo Siquet, Mandela Keita, c'est tout à fait possible. Mais dans ceux qui sont pour le moment chez les U21 et qui n'ont pas encore été repris chez les Diables, je vois pas qui va y aller prochainement. En fait, peut-être Stassin, je pense que là, il a repris Bassett chez les Diables, c'est un peu farfelu, mais bref, pourquoi pas. Mais en vrai, le plus légitime, c'est Stassin pour aller suppléer Openda si on n'a pas de solution. Ouais, tu fais déjà la transition pour la suite. Ouais, c'est vrai, en tout cas, moi, ça, en regardant les matchs, mais comme tu dis, c'est juste, nous, on voit juste le terrain. Il n'y avait pas forcément un joueur qui ressortait. Parce que moi, je me souviens quand j'avais été voir la Turquie, donc je crois que c'était en 2022. Onana, c'était la première fois que je le voyais, mais ça se voyait en fait. Juste par rapport à son jeu, comment il parlait aux autres, tu voyais directement que c'était lui le patron de l'équipe et pas juste par rapport au brassard. Et que là, dans cette équipe, il n'y a pas quelqu'un qui vraiment, en tout cas, sort du lot sur le terrain. Après, peut-être que voilà, dans le vestiaire, c'est différent. Toi, Jules, tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Mais moi, je pense que à ce niveau-là, la plus grosse perte, c'est de Winter. Parce que comme il disait, pour Van den Bosch, qui avait comme leader Alderweireld dans le club, bah là, je pense que ni Spillers ni Van den Bosch, c'est vraiment des leaders de défense. Et à ce niveau-là, un leader défensif, je pense que ça a beaucoup manqué à l'équipe. Donc Kony l'a très très bien fait à l'Euro où il avait été exceptionnel. Ouais. Mais s'il avait pu continuer avec l'équipe, je pense que, en vrai, je pense qu'avec Kony, on était à l'Euro 2025 sans trop forcer. Son match face aux Pays-Bas, D'accord. voilà, c'était vraiment exceptionnel. Ben, on va arriver au dernier point que Noé a déjà un petit peu abordé. Je parlais un petit peu de l'avenir pour cette équipe. Premièrement, est-ce que il y a des joueurs qui, dans ce groupe, peuvent prendre une place plus importante, des joueurs qu'on aurait moins vus, et aussi peut-être des joueurs qui sont pour le moment pas du tout, enfin, qu'on n'a pas encore vu chez le U21, qu'on a peut-être vu dans des catégories inférieures ou juste qui n'ont pas encore été sélectionnés, qui vont, vous pensez, sur la prochaine phase de qualification, prendre un rôle important? Moi, je pense que si il va pas Matteo Dams, il va devoir prendre un rôle hyper important parce que je réfléchissais tout à l'heure, en fait, je faisais ma compo je faisais mes sélections de 30, on va dire une large, du futur. En fait, j'avais dur à trouver des vrais centraux. Donc, je vois bien Dams devoir prendre un rôle à côté de Spillers en défense centrale, avec alors sur les ailes, en latéral, Seyss ou Sab. Mais après, il faut toujours voir qui va devoir aller en A parce que je pense que Dams, s'il continue à enchaîner au PSV en Ligue des Champions, machin, bas gauche, ça reste un poste où on manque de personnes. Et donc, je suis pas sûr il a énormément d'avenir en U21 s'il continue à enchaîner en club. Donc, je pense que si je dois répondre quelqu'un d'autre, ce serait Mathias Delorge. Je pense qu'on l'a pas énormément vu en U21 parce que la dernière sélection, il est repris puis il est blessé, il me semble. Et là, du coup, titulaire un des deux matchs. Mais je pense qu'au milieu, il va devoir être hyper, hyper important pour la prochaine génération. Ouais, je suis super d'accord pour Delorge. Struikens aussi va devoir prendre un rôle important dans cette équipe. Mais Delorge, moi, c'est un joueur dont je suis le plus curieux, parce que j'aime vraiment bien son profil. Après, moi, je pense on sait que donc, ça va être les 2004-2005 qui sont enfin, la génération pour les 2004-2005. Donc, on a pas mal de joueurs qui vont rentrer. Comme d'hab, il y aura ceux auxquels on s'attend, Kyrian Issab, Stanislas Dumbo, Mathias Fernandez Pardo, si ça s'arrange. Je ne sais pas ce qui se passe, mais si ça s'arrange. Et puis, il y aura les surprises forcément dans l'équipe. Et là, je suis curieux de voir qui peut être la surprise dans les 2004-2005. Moi, je pense qu'il y aura pas mal de joueurs, des joueurs surclassés. Genre, je serais pas étonné de voir Kai Furo assez rapidement. Parce que, vu le niveau qu'il a pour le moment au Club Next, je pense qu'il va faire des débuts rapidement au club. Et puis, s'il commence à jouer avec le club de Bruges, à mon avis, il en sera. Tout comme genre Timokio, qui là est doublement surclassé avec le U19, mais à mon avis, sera rapidement aussi chez les Diabletins. Et s'il est chez les Diabletins, il sera titulaire tout de suite, je pense. Parce que je pense vraiment qu'il est au-dessus du lot et qu'il a le niveau pour être tout de suite un Il a titulaire. déjà été d'ailleurs, hein. Enfin, il a déjà en plus été appelé, je sais plus c'était à quelle trêve. Il a déjà été après, mieux que non? Ou alors Oui, je suis fou. il a été appelé une fois. La fois où ils Et appellent plus Carrickson tard. pour la première fois, il l'appelle aussi.
Et les buteurs, non? Avec les 21? Non, ça me semble pas. C'est pas avec les 21, c'est avec Avec une autre. l'U21 de l'Ajax qu'il a marqué. Ah, sûrement. Ouais, c'est ça. Après, voilà, on a tous des 2005 qui vont arriver, mais de nouveau, on va voir ce qui va directement chez les Diables ou pas, mais un gars comme Mika Götze, qu'on attend depuis un certain temps quand même, Seyss, et puis il faut voir un peu dans les 2006 qui est capable, mais 2006, c'est une génération que même si là, ils se sont qualifiés pour le Tour Elite de U19, les 2006, c'est une génération que je trouve pas hyper talentueuse, donc on va voir un peu qui là-dedans est capable de faire le saut. Mais je pense que Mady Monamay, c'est possible qu'il joue au PSV. S'il se blesse pas, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il n'arrive pas rapidement chez les Diablotins. Ça va. Mais c'est vrai que il y a quand même un nom. Enfin, Jules, on en a parlé là un petit peu, mais est-ce que vous avez déjà totalement abandonné le Costas Caretsas quand même, qui a été appelé quelques fois là, donc qui a très peu joué lors de ce barrage. Est-ce que là, c'est fini pour vous? Il est déjà son passeport grec est prêt ou vous préférez pas vous porter la poisse en parlant? Moi, je lui souhaite de jouer avec la Grèce, comme ça il souffrira moins. Mais Non, non, moi, en vrai, j'espère comme qu'il sera avec nous. ça doit être notre star. Hein. En vrai, si, y a rien qu'on soit très clair, si Karatsias joue avec nous, et qu'il va pas soit ni en Grèce ni directement chez les Diables, en fait, moi je pense qu'il gagnerait à aller jouer avec le U21. Et s'il est là, il doit être au centre du jeu, quoi. Il doit être ça doit tourner autour de lui parce s'il est générationnel. Mais du coup, si tu continues avec Vermeeren, Stroikens et Delorge, Caressas, tu le mets où? Vermeeren ira chez les Diables, à mon avis. Ah ouais? Bah, je sais pas, parce que ça sera plus Tedesco, ouais, j'avoue. Non, ça, on sait pas. Ça, on sait pas. Et on a parlé vite fait. Est-ce que il y a des joueurs qui n'auraient pas encore rejoint les A qui, on va dire, allez, d'ici 2026 pourraient monter? Le truc, c'est que si tu regardes l'équipe qu'on a au début de la qualif, il y en a déjà plein qui sont passés chez les A, même de manière hyper furtive. Mais dans ceux qui ont joué hier, honnêtement, d'ici 2026, Stassin, si les choses se mettent bien pour lui à Saint-Etienne, oui, parce qu'on a un problème en attaque et qu'on a besoin d'un backup pour Openda, d'autant plus si Lukaku arrête. Donc ouais, Stassin, Dams, hein, comme disait Jules, ça dépend de s'il continue sur sa lancée. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas sélectionné chez les Diables. Stuckers, peut-être, moi je rajouterais. Ça dépend, parce que je pense qu'il ne restera pas à Genk des années. Donc ça dépend où il ira, peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans. Mais ouais, à part ça, Stroikens, quoi. Mais bon. À part ça, je vois pas grand monde qui a un futur très proche en A. Ça, c'est le Ouais, combat de certains CM de joueurs belges, là. Marius Reukens. J'ai ouais, même mais vu les autres, Niels. je sais pas. Ouais, moi, Honnêtement, t'as l'impression qu'il joue un peu en marchant comme ça et qu'à un moment, il va falloir se salir un peu Mhm. s'il veut qu'on fasse quelque chose et s'il veut lui, bref, aller chercher les grands, quoi. Ouais. Hier, il m'a saoulé, moi, ce week-end. Je pense que c'était un sentiment partagé par Jules. Vraiment dernier point, le coach, vous pensez que là, bon, est-ce qu'ils vont arrêter? Est-ce qu'ils vont continuer? Est-ce qu'il faut arrêter et peut-être donner l'équipe bon, on n'a pas parlé de Vermaelen. Moi, j'ai pas le nom d'un remplaçant en tête, mais je pense que il faut arrêter parce que simplement c'est le foot. C'est comme ça, quand tu as une déception, tu changes le coach. C'est surtout qu'il a rien montré. Il y a pas, on va me dire, il y a les choix, quand tu vois les changements, il y a beaucoup de changements payants parce qu'il y a Kazim 3 fois, il y a Stassin 1 ou 2 fois aussi, mais il y a eu trop de trucs bizarres, genre tu peux pas continuer. Et je pense même que les joueurs eux-mêmes sont pas à 100% convaincus des choix. Je vais pas donner de nom à la caméra, mais en fait, c'est plus une information qu'un truc. Il y a des joueurs qui sont vraiment pas convaincus des choix qu'il a fait hier. Donc voilà, quoi. T'es vraiment cet insider, mais c'est vrai qu'il Ah, y a des gars, choix.
Tu Bon, vas parler après en off, hein. On va éteindre les caméras, tu vas te dire des noms. Vas-y. Mais non, je suis oui, d'accord, parce hein. que Honnêtement, je suis d'accord, les choix de hier, honnêtement, faire monter Shinktien à. Alors, je comprends, Van Den Bosch n'était pas dedans, il a voulu le sortir comme ça, mais c'est vraiment un aveu de défaite. C'est très clair. Il te reste. Honnêtement, quand il te reste 10 minutes pour mettre 2 buts, tu peux pas faire un tel aveu de défaite. Il y a un moment, fais un choix osé, tu fais monter Ilai Kamara. Tu avais Ilai Kamara sur le banc quand même, qui est hyper en forme, qui est capable d'apporter offensivement et tout. Tu as Karetsas et tu fais monter Shinktien. Ok, pour moi, de nouveau, rien contre Shinktien, qui est un défenseur que je trouve assez bon et tout, mais le choix est catastrophique. Mais pour moi, hier, il a grillé ses dernières cartouches, à mes yeux. Mais de nouveau, si la Fédé, ils ont pas l'argent pour chercher quelqu'un d'autre et ils en ont rien à foutre, bah, ils vont le laisser. Mais j'ai l'impression que lui-même, il était un peu conscient parce que je crois qu'il était. Après, c'est normal, mais il avait l'air hyper agité. Et j'ai même eu l'impression, à un moment, genre vers la 60e, il y a un zoom sur lui. J'ai l'impression qu'il a les larmes aux yeux presque, Swert. En mode, il sentait vraiment une pression comme si s'il trouvait pas de solution, c'était fini. Il était agité et tout, alors que il n'avait pas forcément été comme ça aux autres matchs. D'ailleurs, il prend même jaune, je pense, à un moment pour Ousfetance. Donc voilà. Je pense que mais, lui-même en était conscient qu'en cas d'élimination, il continuerait pas à la tête des Diablotins. c'est vrai que moi, en tout cas, j'ai trouvé, comme vous l'avez dit, parfois il y a vraiment des choix. Ben, on en parlait avec Jules, avec Stuckers quand même au match aller, alors que c'est un joueur qui s'était quand même imposé dans le 11. Il démarre pas. Moi, je me souviens, je pensais face à l'Espagne, il y avait quand même un joueur en forme sur le banc, un joueur défensif, hein, qui était Ngoy, qui était vraiment dans sa grosse période de standard. Dans mon souvenir, je pense pendant 45 minutes, il s'échauffe. Je me dis, enfin, je suis assez étonné, quoi. Enfin, je comprends pas le but de faire ça, faire échauffer un central pendant 45 minutes. Pourquoi faire? En plus, je pense qu'il y en a un des deux sur le but de l'Espagne qui est coupable. Je sais plus c'est lequel. Est-ce que c'est Spillers? Mais dans mon souvenir, en tout cas, t'as un central qui fait une erreur. Après, il y a eu plein de choix assez étranges. Et même Carrezza, sa gestion, où il le prend pas. Et puis bon, au final, il le reprend. Il le fait jouer. Mais bon, pour dire deux, il y a plein de choix bizarres chez lui qui fait que, comme son copain en A, je pense que c'est peut-être mieux d'arrêter. Donc, ben, on va dire qu'on arrive déjà à la fin. Purée, on a fait presque 1 heure quand même sur les U21. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non, pas spécialement. Juste, c'était cool d'être de retour avec toi, Patrick, et Noé, reparler, même si on a déjà un peu beaucoup parlé des U21 en off, mais c'était toujours sympa de le faire en caméra, donc voilà, c'était cool. Ouais, moi, j'espère que j'aurai l'occasion de revenir dans de meilleures circonstances. Parce que je me rends compte, la qualif, là, j'ai fait tous les matchs à domicile. J'ai pas pu voir qu'on a Tchéquie. Mais ça, on est quand même très impliqué. Tu vois, quand tu es à Bruxelles et que les matchs sont à 18h30 à Louvain, ben, ça demande de l'organisation, ça demande du temps, de l'argent. Et voilà, c'est un peu déprimant de sentir que tu as l'impression de tirer dans un sens et que tu as la Fédé qui fait pas t'as l'impression qu'il n'est pas très impliqué ou qui n'en fait clairement pas une priorité. Et ça rend, moi, ça me rend triste. T'as l'impression un peu voilà, de prêcher dans le désert, enfin, toi, de faire les choses pour rien. Et donc, voilà. Pour autant, c'est chaque fois la même chose, hein. On a vécu les déceptions. On a eu la génération 99, on s'est fait sortir par la Moldavie, alors que tu avais une équipe monstrueuse. Enfin, on en a eu plein de déceptions et on est chaque fois revenu. Chaque fois, on revient. Chaque fois, on retourne au stade. Chaque fois, on est excité. On le sera la prochaine fois, tu vois. On y sera. Et là, on est en train d'imaginer toute l'équipe de fou qu'on pourrait avoir la prochaine campagne. Elle sera beaucoup moins folle que ce qu'on pense. On s'y sera quand même, mais c'est pas grave, tu vois. On est passionné, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. En tout cas, on te le souhaite, on espère. Mais c'est vrai que là, bon, c'est pas comme les A. Là, j'imagine qu'ils vont devoir quoi se taper des amicaux jusqu'au moins jusqu'à l'Euro. Parce que là, il n'y a plus de barrages, contrairement à d'autres compétitions. Les barrages peuvent intervenir un peu plus en mars ou quoi ici. Les barrages, c'était maintenant. Donc en mars, ce sera sûrement des amicaux. En juin, il y aura l'Euro pour les autres. Donc presque, je vais pas dire presque 1 an, mais quasi 1 an où en fait, il n'y aura pas de match compétition en fait. Ouais, c'est horrible. Non, courage. En tout Et je cas, pense qu'il y aura carrément ouais. pas de match U21 parce Ah que ouais. du coup,
ce sera des matchs plus. Ce sera justement Vermaelen avec les U20, je pense, parce qu'on ne va pas faire bouger les 2006. Ah non. Ouais, je dis de la merde de fou. Les 2006, ils sont encore loin. Non, mais ouais, ça sera U21, mais sans les joueurs, sans les 2002 et les 2003, quoi. Ouais, parce que je pense qu'il y avait des... Parce que ouais, en fait, je pense qu'il y aura des matchs amicaux du mois en mars, parce que je me souviens avant l'Euro, mais moi j'étais à la Fédé et je me souviens, ils ont joué contre le Japon, dans mon souvenir. Donc ils auront peut-être des matchs contre des équipes qui seront qualifiées et qui auront envie de se préparer. Donc qui sait, peut-être qu'il y aura un Belgique-France, on ne sait pas. Enfin, même s'il y en a eu un assez récemment dans mon souvenir. Mais en tout cas, peut-être il y aura ça. On a fait 2-2 à Valenciennes, c'était incroyable. Ouais. Avec Doku. Avec cette génération. Ah non, avec la génération précédente. Parce qu'il y avait Zarouri qui jouait encore. C'était incroyable. Ouais. Je sais que Doku était redescendu, entre guillemets, je me souviens. Je pense que c'est l'anciennement où il jouait aux les Pays-Bas aussi. Est-ce que c'est pas ça? Ouais, on joue les Pays-Bas et on se fait manger par Frimpong pendant toute la première mi-temps. Et puis il y a Doku qui arrive et il a montré un peu à Frimpong qui était qui. C'est peut-être ce jour-là où je me suis. Enfin, je sais pas parler. Enfin, j'en ai parlé hier, mais Bakayoko, j'ai quand même vu la différence entre. Mais bon, voilà. En tout cas, encore une fois, merci à vous, merci à toi vraiment Noé d'être venu nous apporter ton expertise sur les U21. Vraiment, ça fait plaisir. Avec plaisir, merci beaucoup de m'avoir invité, ça me fait trop plaisir. Et évidemment, merci à toi Jules d'être venu. J'espère qu'on va te revoir en décembre. Au moins. Ah, mais envoie le Google Docs si je vais mettre mon nom, t'inquiète. Mais, là, on en a parlé hier avec les autres. Ça parlait de double tier list sur les joueurs belges. Là, une tier list club, une tier list sélection. Je pense que les places, elles vont valoir cher. Donc, moi, je te dis déjà, il y a déjà un Excel, tu vois. Il y a déjà le mois de décembre, 3e semaine. C'est là où il faut s'inscrire pour être dedans. Ok, vas-y, je vais faire ça dès qu'on coupe là. Ça va. En tout cas, merci à tous, merci à ceux qui ont écouté. On espère que la prochaine trêve, on sera un petit peu plus positif, qu'on pourra annoncer des changements de coach, un petit peu être hypé, que ce soit en U21, que ce soit avec les A. Mais en tout cas, encore une fois, merci de nous suivre. On se retrouve lundi prochain, enfin même mardi. Il y aura un invité, encore une fois, qui, normalement, en tout cas, peut-être que... Je sais même pas c'est qui l'invité. Je te le dis en off après, mais normalement, je l'ai dit dans le groupe. En tout cas, sur ce, ciao. Ciao, salut.